Alors, nous allons voir maintenant les indicateurs d'une série statistique et réfléchir un petit peu autour de comment analyser une série de données, une série de valeurs, une série de nombres, car on travaille à notre époque souvent avec des séries très très importantes de nombres, importantes dans la quantité, et avec toute cette quantité de chiffres et de nombres, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, généralement, vous avez été habitué depuis un certain temps à utiliser essentiellement la moyenne, qui est un indicateur. Vous avez probablement vu aussi la médiane, qui est un autre indicateur, ainsi que les quartiles. On verra tout à l'heure ce qu'est l'écart-type. Et il faudra toujours quand même avoir présent à l'esprit que ces indicateurs donnent des informations sur la série statistique, mais on perd toujours de la précision en résumant une donnée, une série statistique qui peut comporter 50 000 valeurs par exemple. Résumer 50 000 valeurs en quelques valeurs, c'est quand même perdre énormément de données, énormément d'informations. Mais ça permet un certain traitement et avoir un certain avis ou permettre de prendre des décisions. Bon alors, on va rester dans des choses très concrètes avant de prendre des séries excessivement importantes. On va prendre par exemple, alors, on va faire petit zéro introduction parce que ça va vous rappeler un petit peu des choses que vous avez fait précédemment, dans les années passées. Alors, on va prendre le cas d'une classe qui a obtenu des notes lors d'un DS de mathématiques, ce qui vous permettra de raccrocher concrètement de quoi il s'agit. Donc je vais vous donner les notes, les voici, la petite série de notes, donc vous recopiez tout ça dans le cahier bien sûr. Et il y a une élève qui s'appelle Myrta, qui a fait par exemple, qui a voulu déterminer la moyenne de cette série statistique. Donc on va l'appeler la méthode Myrta. Qu'est-ce qu'elle a fait Myrta? Eh bien, naturellement, elle a pris cet ensemble de valeurs, elle les a additionnées, tous ces nombres, elle les a additionnés, et elle les a divisés par le nombre total de notes pour obtenir la moyenne. Alors c'est un petit peu fastidieux à faire. On peut le faire de tête. Alors il existe des techniques assez intéressantes de tête. Par exemple, pour faire cette somme de tête, bien évidemment, on ne va pas prendre les nombres comme ceci. On ne va pas prendre 14, ajouter à 16, ajouter à 7, parce que ça grossit assez rapidement. On essaye de voir intuitivement à peu près la moyenne. On peut dire grossièrement 10, puis 10 ça m'arrange bien parce que c'est facile. Et en fait, on va compter uniquement les écarts par rapport à 10. Donc vous voyez, quand je vois 14, je ne retiens que 4. Quand je vois 16, je ne retiens que 6. Donc je fais 4 plus 6, 10. Et là, 7, ça me ferait faire moins 3. 7. Pour 9, on retire 1 par rapport à la moyenne. Pour 11, on rajoute 1. Donc ça va s'annuler, etc., etc. Et donc ça vous fait faire une somme qui est quand même beaucoup plus petite. Et à la fin, il faut le diviser toujours par le nombre de notes. Et on l'ajoute à ce résultat, on l'ajoute à 10, ça vous donne la moyenne. Bon, ça c'est si vous voulez le faire de tête. On va le faire bien sûr aussi à la calculatrice, que voici. Alors, voilà, pour pouvoir voir un petit peu mes notes, je vais découper un petit peu. Alors, une première façon de faire, ce serait d'ajouter 14, plus 16, plus 7, plus 9. Enfin, c'est quand même la honte de faire ça. Surtout que, si jamais vous faites une erreur, c'est assez pénible à corriger. Donc on va utiliser l'outil statistique de la machine. Cet outil statistique de la machine se situe dans Stat. Et vous avez plusieurs onglets. Donc le premier onglet, Edit, nous propose Modifier. Alors vous voyez, moi j'ai déjà des choses. Donc on va effacer un petit peu toutes ces valeurs. Alors si vous n'avez rien, tant mieux. Donc je vais refaire Stat. Et je vais faire Flist pour effacer les listes.
Alors, quelle liste effacer? Ben, si vous vous rappelez, j'avais les deux premières colonnes qui s'appellent L1 et L2. Donc, on va effacer L1. Donc, on va faire seconde 1 pour faire apparaître L1, virgule, séparateur d'arguments, seconde 2, entrée. Donc là, il dit je l'ai fait. J'ai fait quoi? Ben, il a effacé les listes L1 et L2. Donc, si je refais stat, edit, je n'ai plus rien. Donc vous pouvez marquer dans le cahier que pour effacer une liste, on appuie sur Stat, Flist, et on écrit les noms des listes à effacer, séparés par des virgules. Et on écrit aussi pour éditer une liste, on appuie sur Stat, Modifier. Alors c'est ce qu'on va faire ici, donc on va rentrer tout simplement toutes les valeurs constituées par le relevé de notes de mathématiques. Donc j'espère ne pas faire d'erreur. Bon, c'est pas très grave parce que là, si on fait une erreur, on peut assez vite le voir et modifier. Voilà, la dernière, vous voyez, je fais une erreur. Voilà, donc je revérifie rapidement. Donc vous le faites en même temps, hein, bien sûr. Et alors, je m'aperçois que j'ai eu 30 valeurs, hein, c'était indiqué. Je vais vous le refaire voir après. Là, je termine la vérification des valeurs. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que vous voyez, la dernière, c'était écrit L1 de 30. Donc, la 30e valeur de la liste L1. Parce que la première valeur, c'est L1 de 1. Hein, le premier indice, c'est 1 ici, et non pas... C'est pas comme en Python où le premier indice, c'est 0. Bien. Alors, on a rentré cette série de notes dans la liste L1. Pour en avoir, donc, pour avoir la moyenne, on va appuyer sur Stat, puis on va aller dans Calque. Alors, il nous propose plein de choses. Stat invar, c'est les statistiques à une variable. C'est ce que nous ferons tout le temps en seconde. On fera des statistiques à une variable. Alors, ça peut être de variables si, par exemple, vous étudiez, je ne sais pas, l'âge et le poids, ou l'âge et la taille, des choses comme ceci. Ici, donc, ce sont juste des notes, donc il n'y a qu'une variable. Alors, il nous dit, voilà, le xlist, donc, c'est l'ensemble des valeurs du caractère étudié, donc ici l'ensemble des notes, est situé dans la liste L1. C'est le cas. Est-ce qu'il y a des fréquences associées? Non, il n'y a pas de fréquence associée, hein, puisque chaque note rentrée a une fréquence de 1. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a une fréquence associée, c'est 1, mais ce n'est pas une liste en particulier, donc je laisse vide et je fais calculer. Oh, alors là, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc là, il faut que vous notiez dans votre cahier déjà la manipulation qu'on vient de faire. Pour obtenir les indicateurs statistiques, on appuie sur Stat, Calc, Stat Avar. Dans Xlist, on a mis L1. Et dans Frec, on n'a rien mis, puisque notre liste était constituée, nos valeurs n'apparaissaient que dans la liste L1. Alors maintenant, il faut noter dans le cahier que X bar, c'est la notation couramment employée pour la moyenne. Donc ici, dans la classe, vous avez une moyenne d'à peu près 11,57. Alors, ce symbole-là, c'est sigma, qui vient du grec. Pourquoi on a choisi sigma? Puisque ça correspond chez nous au S comme somme. Sigma x, qui est un symbole pour signifier la somme des notes. La somme de toutes les notes, c'est 343. Sigma x carré, on ne le verra pas cette année. Sx et sigma x, alors sigma x, on le verra un peu plus tard. Alors vous pouvez le noter tout de suite, hein. Sigma, alors ça c'est un sigma, je vous le ferai dessiner un peu mieux, là il n'est pas très bien dessiné, qui signifie l'écart type, on en parlera un petit peu tout à l'heure. N, ça correspond à l'effectif total, vous devez le savoir, N c'est l'effectif total. Donc en fait la moyenne, quand on la calcule, si vous vous rappelez, on fait la somme des notes divisée par l'effectif total. La somme des notes, c'est donné, c'est 343. L'effectif total, c'est 30. Donc la moyenne, c'est 347 sur 30, qui donne à peu près 11,57. Donc on a les moyens là d'écrire la moyenne sous la forme d'une belle fraction.
Et après, quand on poursuit, vous avez tous les indicateurs classiques, Q1 pour premier quartile, MED pour la médiane, Q3 pour troisième quartile, et min et max, donc la plus petite valeur et la plus grande valeur de la série statistique. Donc là, vous pouvez en recopier des données. Bon, là, on va s'intéresser dans l'introduction uniquement à la moyenne pour démarrer. Hein. Donc 347 sur 30. Donc, on fait la somme des notes, de toutes les notes, et on divise par l'effectif total. Donc la moyenne, si on l'appelle comme dans l'énoncé X bar, alors on va trouver une belle barre. Voilà. Elle est ici, X bar. Donc ça va nous donner, on a dit, je vérifie, 347 sur 30. 347 sur 30, ce qui est environ égal, si on veut une valeur approchée, parce que c'est quand même agréable d'avoir une valeur approchée, donc 11,57. Donc ça, c'est la première façon de faire. On peut créer une phrase, hein. La moyenne est donc X bar égale ceci. Donc ça, c'est la méthode de Myrta. Mais il existe d'autres méthodes pour faire ce calcul de la moyenne. Eh oui, vous avez, on va dire, la méthode d'Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Eh bien, elle a eu l'idée extraordinaire, astucieuse, de regrouper les données dans un tableau. Donc, elle a fait un petit tableau et elle a écrit en titre de première ligne les différentes notes obtenues par les élèves, ainsi que les effectifs associés. Donc les notes, en les rangeant dans l'ordre, on a obtenu, la plus petite c'était 4, après il doit y avoir 7, puis 9, 10, 11, 13, 14, 16 et 19. Voilà, ça ce sont toutes les notes. Et après, elle a compté le nombre de fois où apparaissait le 4 dans la série, ou le nombre de fois où apparaissait le 7 dans la série de notes, etc. Donc pour les effectifs, il suffit de compter. Alors on va le faire tout de suite. Alors les 4, il y en a un seul, il est là. Alors je vous conseille, au fur et à mesure, de prendre un crayon à papier, hein, quand vous faites ce type d'exercice, et puis de rayer la donnée que vous venez d'utiliser, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Les 7, il y en a 3. Donc là, je vais les rayer aussi. Voilà, je raye 1, 2 et 3. Après le 9, il y en a 1, 2, 3 et 4, etc., etc. Donc le 9, et donc la note 9 a un effectif de 4, la note de 10 de 5, 6, 3, 3, 2 et puis 3. Voilà ce qu'a fait Isabelle. Et donc, avec ce tableau, alors l'intérêt de ce tableau, il faut bien comprendre que l'idée derrière ce tableau, c'est qu'on va pouvoir gérer un nombre très important de notes. La méthode de Myrta, elle est bien, mais comme il faut rentrer les notes les unes après les autres, on en a rentré 30, c'est déjà pénible, mais imaginez qu'il y ait, je ne sais pas, 10, 15, 20 000, 100 000 notes, si on voudrait traiter les notes du bac de la session 2019, par exemple. Bien, donc là, on ne peut pas les rentrer tout à la main comme ça. Donc l'idée, c'est de regrouper effectivement les notes dans un tableau. Il n'y a qu'un certain nombre de cas possibles pour les notes. S'il n'y a pas de décimale, il y a 21 notes possibles, de 0 à 20. Et donc on peut faire un tableau de taille qui reste encore modeste. Et les effectifs associés, par contre, eux n'ont pas de limite. Il peut y avoir un effectif de 30 000 pour le 4, de 27 000 pour le 7, de 34 000 pour le 9, etc.
Donc on peut, grâce au tableau, gérer un très très grand nombre de valeurs. Donc c'est vraiment une façon de faire qui est tout à fait judicieuse. C'est une bonne idée de la part d'Isabelle. Alors comment on va faire cette fois-ci pour calculer la moyenne? Eh bien il faudra le 4 apparaissant une fois, on fera 4 fois 1, auquel on ajoutera 7 multiplié par 3, puisqu'on a eu 3 fois la note 7. Hein. Pareil, puis plus 9 fois 4, plus 10 fois 5, et ainsi de suite, jusqu'à plus 19 fois 3, le tout divisé par, bien évidemment, l'effectif total, qui se calcule en faisant la somme de tous ces effectifs. Bon, c'est toujours 30, hein, bien sûr, dans notre exercice. Donc allons-y, on va utiliser la machine pour le faire. Donc on va retourner dans Statistiques, et en appuyant sur Edit et Modifier, on a notre ligne 1 qui est toujours remplie de données. Donc on va réviser comment faire pour effacer une ligne. Donc on appuie sur Stat. Alors ça doit être écrit dans votre cahier. Donc là vous relisez le mode opératoire pour effacer une colonne, pardon, pas une ligne, une colonne de données statistiques. Et on avait dit qu'il fallait aller sur Flist et écrire le nom de la liste en appuyant sur seconde 1 pour la liste 1, seconde 2 pour la liste 2, etc. Et que si on en avait plusieurs, on les séparait par une virgule. La virgule étant au-dessus du 7, hein, c'est le séparateur d'arguments. Donc j'efface la liste L1. Je vérifie, je rappuie sur Stat, puis dans Edit, Modifier, et là effectivement il n'y a plus rien. Donc je vais rentrer dans la liste 1 toutes les notes des élèves de mon tableau. Donc dans mon tableau, il y avait la note 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 et 19. Et dans la liste 2, on va écrire les effectifs associés à ces notes. Donc l'effectif associé à la note 4, c'était 1, à la note 7, c'était 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 3, 3, 2 et 3, me semble-t-il. Bien, on peut vérifier avec le tableau qui est ici. Donc là, le tableau, il est présenté en ligne, et dans la machine, donc c'est présenté en colonne. Bon, c'est pas très... C'est de faire l'abstraction de cela. Maintenant, on va lui demander de faire le calcul de la moyenne, donc on va retourner dans Stats, et dans l'onglet Calque, toujours, ce sont des statistiques à une variable, il n'y a qu'une seule variable ici. La variable est la note des élèves. Et l'effectif n'est pas une variable, hein, c'est comme son nom l'indique, ce sont les effectifs associés aux notes. Donc, xlist, donc c'est la liste des... les valeurs du caractère sont rangées dans la liste L1, c'est pour ça que xlist, on va mettre L1. Et cette fois-ci, on a des fréquences ou des effectifs. Alors, frec, c'est... En fait, il y a les deux. On peut mettre les effectifs, soit on peut mettre les fréquences comme deux. Bon, ici, on l'a... Donc, c'est vrai que ça ne s'appelle pas frec. On a mis les effectifs, pas les fréquences, même si ça s'appelle frec. Il fallait bien choisir un nom, puisque ça peut être l'un ou l'autre. Donc, dans les effiers, on les a en L2, dans L2, donc on va marquer seconde L2. Voilà. Et maintenant, on va faire le calcul. Si on oublie de spécifier qu'il y a des effectifs associés, et que ces effectifs sont rangés dans la colonne L2, il va uniquement faire le calcul comme tout à l'heure avec les valeurs dans L1, ce qui reviendrait à dire qu'il y a eu uniquement 9 notes, le 4, le 7, le 9, le 10, le 11, le 13, le 14, le 16 et le 19, et c'est tout. Donc ça donnerait une moyenne qui ne correspondrait pas du tout à la réalité, puisqu'elle ne tiendrait pas compte des effectifs. On demande de calculer, et bien évidemment, on retrouve le même résultat que tout à l'heure, on a la même moyenne, on a la même somme des notes, 343, on a le même effectif, 30. Voilà, ça c'est la méthode d'Isabelle. Alors, on écrira la formule dans le cours. Bon, on peut déjà, dans cet exemple concret, écrire que la moyenne, donc, elle est obtenue en faisant, donc on l'appelle toujours x bar. Donc on a fait 4 multiplié par 7, plus la note 7 qui est multipliée par 3, plus la note 9 qui était présente 4 fois, plus la note 10 présente 5 fois, plus la note 11 présente 6 fois, la note 13 présente 3 fois, la note 14 présente 3 fois, la note 16 présente 2 fois, et la note 19 présente 3 fois, sur un effectif total, donc 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 3 plus 3 plus 2 plus 3,
Et on sait que c'est 30, donc je vais écrire 30. Et ça, je sais que c'est la somme des notes, ici c'est 347, donc je sais que c'est 347, bon je peux refaire le calcul, hein, sur 30, ce qui nous donne environ, c'est le même résultat que tout à l'heure, bien évidemment, hein, on fait des mathématiques, 11,57. Et maintenant, passons à la méthode de Mademoiselle Anne. Alors, la méthode d'Anne. Alors, Anne a une certaine expérience en statistique et elle a l'habitude aussi, quand il y a beaucoup de valeurs, de les regrouper par intervalle. Donc, elle a décidé d'insérer un tableau, voilà, comme ceci, avec donc toujours les notes, les effectifs associés, comme d'habitude. Et cette fois-ci, elle a regroupé les notes sous forme d'intervalle. Donc l'intervalle 0,5, l'intervalle pour les notes allant de 5 à 10, puis les notes de 10 à 13, les notes de 13 à 17, et enfin les notes de 17 à 20, compris. Alors on discutera du choix des intervalles, hein, qui est vraiment un point très important. Il ne faut pas les choisir de façon quelconque sans réfléchir. Bon là, on va dire que c'est le choix de Mademoiselle Anne. On le critiquera tout à l'heure parce qu'il y a des problèmes dans ce choix. Donc en fait, toutes les notes entre 0 compris et 5 exclus, d'accord, sont représentées dans cette case-là. Alors combien il y en a? Il n'y a qu'une seule note, hein, il n'y a eu qu'un 4. Donc il n'y a qu'une seule note dans cet intervalle. Entre 5 et 10, alors 5 compris et 10 exclus, vous avez le 7 et le 9, hein, donc vous en avez 4 et 3, vous en avez 7. Entre 10 et 13, 10 compris, 13 exclus, vous avez donc la note 10, la note 11 et pas la note 13. Donc il y en a 11. Entre 13 et 17, vous avez donc le 13, le 14 et le 16. Il y en a 8. Et entre 17 et 20, vous n'avez que 3 notes. Bien. Alors comment faire maintenant pour calculer la moyenne? On va utiliser à peu près la même formule que tout à l'heure. Donc on va multiplier une note par son effectif, note effectif, et les additionner. Mais alors quelle note prendre pour l'intervalle 0,25 ? Pour l'intervalle 0,5, pardon. Eh bien, on va prendre la note qui représente le mieux l'intervalle 0,5. Et la note qui représente le mieux l'intervalle 0,5, c'est ce qu'on appelle le centre de la classe. L'intervalle 0,5, c'est ce qu'on appelle une classe. Donc le centre de la classe, ici, c'est 2,5. Le centre de la classe entre 5 et 10, c'est la note du milieu en fait, hein, c'est 7,5. Entre 10 et 13, c'est 11,5. Et là, on peut se dire, mais c'est un peu difficile, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le calculer? Si, il y a un moyen de le calculer très simple. Par exemple, pour avoir le centre de la classe de l'intervalle 13-17, il suffit de faire 13 plus 17 divisé par 2. Ce qui va nous donner 30 sur 2, soit 15. Et vous pouvez constater que 13 et 15 sont à la même distance que 15 et 17. Hein. Il y a 2 points d'écart entre les deux. C'est vraiment la note du milieu de l'intervalle, du centre de l'intervalle. Et pour 17 et 20, alors on peut refaire la même chose, hein, 17 plus 20, le tout divisé par 2, ce qui va nous faire 37 divisé par 2, donc 18,5. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les centres des classes. Bien. Et ce sont ces valeurs-là qu'on va retenir pour le calcul de la moyenne. Donc avec la méthode Anne, la moyenne est
égale 2,5 fois 1 plus 7,5 fois 7 plus 11,5 fois 11 plus 15 qui est le représentant fois 8, son effectif associé, plus 18,5, le représentant de la classe ici c'est 18,5 et un effectif de 3 associés, le tout divisé par l'effectif total 1 plus 7, 8 plus 11, 19, 8 et 3, 11, 19 et 11, 30, mais on s'y attendait, hein, il n'y a pas de notes qui ont disparu dans cet exercice. Il ne reste plus qu'à faire ce calcul. Bien, alors on peut aussi utiliser sa machine pour le faire. En fait, c'est exactement pareil que la méthode ci-dessus. Les effectifs ont un peu changé, mais ils sont là. Et ce n'est plus les notes 4, 7, 9, 10, 11 qu'il faut prendre, mais 2,5, 7,5, 11,5, 15 et 18,5. Ce que je vais faire ici. Donc je vais prendre la calculatrice et je vais lui demander de faire exactement le même calcul que tout à l'heure, donc, sauf que les données vont être légèrement différentes, puisque je vais prendre les données donc bleues pour les notes représentatives et les effectifs associés en dessous. Ce que je fais, donc je vais dans Stat et dans Edit modifier. Je m'aperçois qu'il y a déjà des choses qui sont des données présentes, je vais les effacer en appuyant sur Stat, efface liste, et donc on efface les listes L1, virgule, au-dessus du 7, L2, seconde 2. J'efface les listes, et je refais Stat Edit, et là je m'aperçois que les listes sont vides, je suis content. Donc je rentre tous les centres des classes, 2,5, 7,5, 11,5, 15, et je crois que c'était 18,5. Les effectifs associés, c'était 1, 7, 11, 8 et 3. Et enfin, on va lui demander de faire le calcul de la moyenne en appuyant sur Stat, Calc, et toujours Stat à une variable. Les notes sont rangées dans la liste L1, là sont les valeurs du caractère, et les effectifs ou fréquences associées, ça dépend des exercices, là c'est rangé dans la liste L2, c'est bien le cas, donc j'ai plus qu'à faire le calcul. Et là, je m'aperçois qu'il y a quand même une différence, même si l'effectif total c'est toujours 30, mais j'ai une moyenne de 11,9. C'est incroyable cette histoire. Cette différence, alors déjà on va l'écrire, 357 sur 30, on a dit 11,9, qui fait 11,9. Alors pourquoi on a une moyenne différente? Alors tout simplement parce que nous avons perdu de l'information de par le rangement que nous avons choisi. Par exemple, ici, dans l'intervalle 10-13, j'ai rentré toutes les notes qui étaient comprises entre 10 au sens large et 13 au sens strict, c'est-à-dire ces notes-là, 10 et 11. Et en fait, ces deux notes, on les a remplacées en quelque sorte par la note de 11,5, puisque 11,5 est le représentant de la classe. Vous voyez, la petite différence, elle se fait ici. Alors, cette méthode, elle a utilisé de préférence avec des intervalles de faible amplitude. Donc là, l'intervalle 0,5, c'est quand même une amplitude assez forte. Il aurait fallu prendre des intervalles de plus petite amplitude. Et elle est plutôt adaptée lorsqu'on a des données, par exemple, si on avait des moyennes. Puisque des moyennes, c'est des nombres à virgule. Donc on peut imaginer que même avec un effectif important de 200 élèves, la plupart, pour ne pas dire presque tous, ces 200 élèves vont avoir des moyennes toutes différentes. Donc on ne pourrait pas utiliser le tableau d'Isabelle, puisqu'on n'aurait que des effectifs de 1 à chaque fois, pour chaque moyenne. Donc là, ce tableau est inutile. Mais pour regrouper, par exemple, tous les élèves qui ont entre 12 et 12,5 de moyenne, par exemple, on pourrait les regrouper dans des intervalles comme ceci. Ou entre 12 et 13 de moyenne. Vous voyez, donc quand on a des données assez importantes et qui semblent toutes différentes,
même s'il peut y en avoir quelques-unes égales, mais la plupart des données sont toutes différentes, on les regroupe par classe, par intervalle. Donc là, c'est très très adéquat dans ce type d'exemple d'utiliser les classes. Pour l'exercice qu'on vient de faire, étant donné que les notes n'étaient pas très nombreuses, étaient vraiment assez redondantes, c'est vraiment la méthode d'Isabelle qui est la plus adaptée. Parce que la méthode d'Anne, elle a l'avantage de pouvoir ranger tout dans un tableau, mais on perd de l'information. Puisque de tout un ensemble de notes, on n'en retient qu'une représentative. Il y a un représentant pour une classe de notes. Voilà. Bien alors, donc ça c'est l'introduction. Finalement, c'est les 3 façons de présenter des données statistiques afin de faire des calculs de la moyenne. Maintenant, on va écrire le cours qui relate toutes ces formules et on va revoir aussi médiane, quartile et surtout la nouvelle notion d'écart-type. Alors, on va passer maintenant aux définitions. On va considérer donc petit 1 l'indicateur de tendance centrale majeure que nous avons vu, qui était la moyenne. Donc on va définir les choses un peu plus précisément. Donc on va considérer une série statistique. Cette série statistique, comment on va pouvoir la caractériser? Généralement, ce sont des couples de valeurs, où vous avez la valeur du caractère et l'effectif associé. Donc on va le noter comme ceci. Donc la série statistique, ce sera x1, n1, x2, n2 jusqu'à xp et np. Donc concrètement, pour vous faire voir, x1, donc c'est par exemple la première note, x2 ce sera la deuxième note, etc. Et n1, n2, l'effectif associé. Donc en fait, si on veut coller cette définition à l'exercice avec les notations de la méthode d'Isabelle, on aurait le premier couple 4-1, le deuxième couple 7-3, le couple suivant 9-4 et ainsi de suite. On donne toujours le couple valeur du caractère suivi de l'effectif. Donc, on considère une série statistique formée donc par un certain nombre de couples. Donc, ici, on a dit P couple, donc x1, n1, x2, n2 jusqu'à xp, np. Donc, x1, x2 jusqu'à xp, ça représente les valeurs du caractère étudié. Donc, dans l'exemple précédent, ça représentait les notes. Et n1, n2, n3 jusqu'à np, les effectifs associés. Et cette définition aussi, elle est valable pour la méthode de Myrta, puisque dans la méthode de Myrta, en fait, 14, c'était x1 par exemple, et l'effectif associé, c'était 1. 16, c'était x2, et l'effectif associé, c'était 1 aussi. Chaque note avait un effectif associé de 1. Donc les couples, c'était 14-1, 16-1, 7-1, 9-1, 11-1, 13-1, 11-1, 19-1, etc. Généralement, quand l'effectif c'est toujours de 1, quand l'effectif associé est toujours 1, on n'en parle pas. Et là, c'était pour vous faire voir le lien entre notre définition et tous les cas possibles envisageables. Alors la moyenne de cette série statistique, on note la plupart du temps x bar, on peut le noter aussi petit m, ça dépend des ouvrages, donc est définie par la formule suivante. Sans surprise, c'est exactement le calcul qu'on a fait. Si jamais on est dans un cas où on ne donne pas des valeurs comme ceci, mais des intervalles, des classes, et bien en fait, x1 représentera le centre de la classe, de la première classe, x2 le centre de la seconde classe, etc. Voilà. Et la formule est toujours la même. Bien. Alors, sans surprise, que représente le nombre n1 plus n2 plus n3 plus n4, etc. Sans surprise, donc on va le noter en remarque, la somme n1 plus n2 jusqu'à plus np, ça correspond à l'effectif total de la série statistique. Bien. Alors maintenant, on va donner un théorème parce que parfois, on ne donne pas les effectifs associés, mais on donne les fréquences associées. Donc on donnerait les couples x1, f1, x2, f2, avec f les fréquences. Mais en fait, c'est la même formule. On aura exactement la même formule. À la place des n, on aurait des f, sauf que
la somme de toutes les fréquences vaut 1. Donc en fait, dans cette formule, on aurait non pas divisé par F1 plus F2 plus Fp, puisque ça fait 1, ce serait donc divisé par 1, et divisé par 1, c'est ne rien faire. Donc on n'aurait que le numérateur. D'où le résultat qu'on présente sous la forme d'un théorème, souvent, qui est le suivant. Si on note F1, F2 jusqu'à Fp les fréquences associées aux valeurs du caractère d'une série statistique, alors on a que la moyenne est égale à F1 fois X1 plus F2 fois X2 jusqu'à plus Fp fois Xp. Alors on peut donner un exemple. On peut donner un exemple qui vous fera rappeler aussi comment on passe de fréquence aussi à effectif. Donc on va prendre le petit exercice suivant. Donc on va considérer, voilà, là c'est le nombre de repas et l'effectif associé. Donc le nombre de repas, donc là on se place dans, par exemple sur une semaine à la cantine. On va voir le nombre on étudie le nombre de repas pris par les élèves. On imagine que l'intendant il souhaite faire un petit bilan pour ses stocks ou pour essayer de deviner ce qui va se passer par la suite en regardant des anciennes données, prévoir l'avenir au niveau des stocks, hein, souvent. Donc il y a 5 possibilités. Soit les élèves ne prennent aucun repas, un repas, 2 repas, 3 repas ou 4 repas. On imagine qu'il n'y a qu'une demi-pension sur 4 jours. Alors là, j'ai marqué effectif, mais ce n'est pas effectif que je voulais mettre, ce sont les fréquences. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme fréquence? Alors, je peux pas, autant que les effectifs, on peut vraiment mettre des choses, quand on invente l'exercice, mettre des choses comme on veut, que les fréquences, on ne peut pas. Les fréquences, ce sont des nombres déjà positifs, compris entre 0 et 1. Et il y a une contrainte que je tais pour le moment. Voilà. Je donne ceci. Et la question, c'est calculer le nombre de repas moyen. Bien. Alors là, il manque une donnée. Alors, on sait que la somme des fréquences vaut toujours 1. Donc, la somme des fréquences, de toutes les fréquences, hein, donc 0,34 plus 0,16 plus 0,1 plus 0,2 plus la fréquence inconnue, que je vais appeler f, est égale à 1. Donc, alors quelle est la valeur de f? Donc 0,34 et 0,16, ça fait 0,5, plus 0,3, ça va faire 0,8, donc f va être égal à 0,2. Ainsi, on peut compléter cette donnée en marquant 0,2. En maintenant qu'on a un tableau complet, on peut calculer la moyenne en utilisant le théorème précédent, qui est ici. Il suffit de multiplier les fréquences par les valeurs du caractère et d'additionner tout ça. Donc la moyenne, que je vais appeler aussi x bar, avec une belle barre, voilà. X bar est égal à première fréquence, multiplié par 0, c'est pratique, 0,16 fois 1, c'est pas trop difficile, 0,1 multiplié par 2, 0,2 sera multiplié par 3, et enfin 0,2 par 4, ce qui nous donne, alors on peut le faire de tête, 0,34 fois 0, ça fera 0, 0,16 fois 1, ça fera 0,16, 0,1 fois 2, 0,2, 0,2 fois 3, 0,6, et 0,2 fois 4, 0,8. Il ne reste plus qu'à additionner tout ce beau monde, ça nous donne 1,76. Voilà.
Donc le nombre de repas moyens pris cette semaine-là par les élèves est de 1,76. Et maintenant, je vais poser la question suivante. Combien d'élèves ont pris 4 repas? Eh bien, en l'état actuel des choses, on ne peut pas répondre. Il nous manque une donnée. Il faut connaître le nombre total d'élèves dans l'établissement. Donc on va rajouter ceci, sachant que le nombre total d'élèves est, on va prendre un nombre simple, on va prendre 1000 élèves. Eh bien, on sait très bien que la fréquence, comment est calculée la fréquence? Eh bien, on prend l'effectif divisé par l'effectif total. Donc nous, on sait que pour 4 repas, la fréquence est de 0,2. Donc je sais que n sur 1000, n étant l'effectif recherché, n sur 1000 égale 0,2. Donc tout simplement, n va être égal à 0,2 multiplié par 1000. Cela fait 200 élèves. Donc 200 élèves ont pris 4 repas cette semaine-là dans l'établissement scolaire. Il y a maintenant le passage au petit 2 pour avoir un théorème qui est quand même assez important sur la linéarité de la moyenne. Donc le théorème est le suivant. Il est assez intuitif, hein, ce théorème-là. Alors avant de l'écrire, je vous l'explique. Imaginons que je rende les copies et que dans la classe, on fait le calcul de la moyenne et il y a 11 de moyenne. Par un élan de générosité infinie, il me vient à l'idée de rajouter 2 points à tous les élèves. Quelle va être la nouvelle moyenne? Bien évidemment, intuitivement, on sent bien que si on rajoute 2 points à tout le monde, la moyenne, qui était de 11, va augmenter de 2 points. Elle va passer à 13. Sauf, bien sûr, si un élève avait 20, là, bien sûr, je ne pourrais pas augmenter sa note. Je ne vais pas dire qu'il va avoir 22. Donc on va supposer dans cet exercice que la meilleure note c'est 18 afin que tout le monde puisse avoir un gain de 2 points. Ce ne serait pas juste pour les meilleurs, les pauvres. Bien, donc dans ce cas-là, effectivement, quand je rajoute 2 points à tout le monde, la moyenne augmente aussi de 2 points. Ça s'appelle la linéarité de la moyenne. Enfin, c'est une des facettes de la linéarité de la moyenne. Donc ce théorème, il peut s'écrire comme ça. Bon, alors j'ai choisi une écriture pas trop horrible parce que c'est du formalisme, c'est pas toujours agréable. Donc cette fois-ci, je vais considérer une série statistique x1, x2 jusqu'à xp. Alors, je n'ai pas parlé des effectifs ou des fréquences associées, parce que j'en ai pas besoin par la suite, mais ils sont toujours présents. Et on imagine bien évidemment que ces effectifs, ils ne changent pas entre deux. Donc, on prend une série statistique qui contient les valeurs suivantes, de x1 jusqu'à xp, donc avec des fréquences et des effectifs associés, donc, mais je ne les note pas car je n'en ai pas besoin. Et x bar, la moyenne donc de cette série statistique. Alors quel que soit le réel A, si jamais je considère comme nouvelle série statistique l'ancienne auquel je rajoute A à toutes les valeurs, donc la série x1 plus A, x2 plus A jusqu'à xp plus A, bien sûr avec les mêmes fréquences ou les mêmes effectifs associés, eh bien la nouvelle moyenne c'est x bar, l'ancienne moyenne, plus A. Donc ce qui est assez... on s'attendait quand même à ce résultat. C'est pas du tout inattendu. Alors la même chose, qu'est-ce qui se passe si je décide, imaginons que j'ai rendu des notes et que toutes les notes sont inférieures à 10. Je suis bien gêné, j'ai un 6 de moyenne. Et je me dis, allez, je suis généreux, on a été confinés, on a beaucoup souffert, donc je vais multiplier les notes par 2. Eh bien, si je multiplie les notes par 2, la moyenne qui était de 6 va être maintenant de 2 fois 6 de 12. Si je multiplie toutes les notes par 2, alors la moyenne sera aussi multipliée par 2. Ce qui va s'écrire de la même façon que ce que nous venons de faire.
Voilà. Donc tout est pareil, sauf que ici, je n'ai pas additionné A avec x1, mais multiplié A par x1, A par x2, etc. Et donc la nouvelle moyenne, c'est A fois l'ancienne moyenne. Voilà, donc c'est deux théorèmes classiques qu'il faut avoir présents à l'esprit, qui ne sont pas très difficiles à comprendre. Alors maintenant, on va attaquer deux indicateurs de dispersion. Donc on va faire petit 3 indicateurs de dispersion. Et dans ces indicateurs de dispersion, donc, le premier va utiliser d'anciennes connaissances, puisqu'on va reparler des quartiles. Donc les quartiles, je ne vous les ai pas fait calculer tout à l'heure, donc on va prendre pour convention cette année que les calculs seront essentiellement faits par la machine, donc en utilisant StatCalc, StatInvar, si vous vous rappelez, et dans le défilé des indicateurs statistiques, on avait x bar, sigma x pour la somme des notes, on avait n pour l'effectif total, et si vous poursuivez le défilement, vous avez Q1 et Q3, et med aussi, donc les quartiles et la médiane. Alors, je vais donc donner la définition d'un premier indicateur de dispersion, qui est le suivant. Donc on considère une série statistique dont le premier quartile est noté Q1 et le troisième Q3. Alors on définit ce que c'est que l'écart interquartile. C'est tout simplement Q3 moins Q1. Voilà, faut l'apprendre par cœur. C'est l'écart interquartile. Alors, je vais en définir un deuxième et je vais vous expliquer à quoi ça sert ces indicateurs de dispersion. Alors, on va quand même faire une remarque quand même assez importante sur cet écart interquartile. Quand même, on va le faire maintenant, cette remarque. Donc, l'écart interquartile, donc, il représente l'écart entre le premier et le troisième quartile. Bon, là, je n'invente pas l'eau chaude. Il faut savoir qu'il y a environ, alors je dis environ parce que c'est pas exact, hein, ça peut être un petit peu plus, ça dépend des cas. Il y a environ 50% des valeurs, mais c'est une bonne approximation, c'est bien d'avoir ça en tête, mais il faut avoir aussi en tête que c'est environ. Il y a environ 50% des valeurs de la série statistique qui appartiennent à l'intervalle Q1, Q3. Et donc, Q3 moins Q1, ça mesure donc la dispersion de cette série statistique. C'est-à-dire que si les notes, elles sont, par exemple, toutes proches de 12. Par exemple, beaucoup d'élèves ont des notes comprises entre 10 et 14. Donc tout est vraiment bien regroupé autour de 12, par exemple. Eh bien, le premier quartile, il sera peut-être 11, on va dire, et le troisième quartile peut-être 13. Et donc la différence entre ces deux-là, ça fait 2 points. Imaginons qu'on a une classe où il y a vraiment eu des très bonnes notes et des très mauvaises notes. Donc on peut imaginer un premier quartile autour de 5 et un troisième quartile autour de 15. La différence entre les deux, entre 5 et 15, c'est 10. Donc vous voyez que s'il y a une grande dispersion des notes, cette valeur Q3 moins Q1, elle sera assez grande. Et si les notes sont toutes regroupées autour dans un petit mouchoir de poche, comme on dit, eh bien, cet écart interquartile, il sera assez petit. Donc, ça nous donne un critère pour mesurer la dispersion, ce qu'on appelle la dispersion des notes. Alors, il y a un deuxième critère qui s'appelle l'écart type. Alors, la définition, elle pique un peu. Je vous la donne, il faudra l'écrire. Hein. Prenez le temps de tout écrire, surtout. Donc, on prend une série statistique, alors, comme tout à l'heure, avec des valeurs et des effectifs associés. Donc là, j'ai pas mis de couple, j'aurais pu mettre les couples comme tout à l'heure, j'aurais pu marquer le couple x1n1, virgule, x2n2, etc. C'est une autre façon de noter, c'est bien d'avoir les deux façons de noter. On note aussi x bar, la moyenne de cette série. Alors, l'écart type, donc ça c'est ce qui est nouveau, l'écart type de cette série statistique, il est noté sigma. Alors sigma c'est une lettre grecque, minuscule. Il y a le sigma majuscule et le sigma minuscule. C'est l'équivalent du S de notre alphabet latin. Donc c'est comme ceci, sigma. Voilà, ça se note aussi comme ça, certains.
ou comme ça. Voilà. Donc sigma minuscule, est égal à, alors là, ça c'est une grande racine carrée. Alors qu'est-ce qu'il y a? Analysons un petit peu ces valeurs. Alors, vous ne l'aurez pas à la calculer à la main, rassurez-vous, ce sera la machine qui va s'en charger. Alors, on prend chacune des valeurs de la série et on lui retire sa moyenne. Ce qui fait que x1 moins x bar, ça va donner, en fait, ça représentera la différence qu'il y a entre la note et la moyenne. Alors, on l'élève au carré. L'effet élevé au carré, ça accentue les grands écarts et ça diminue les petits écarts. C'est-à-dire, si on a un écart de 5 entre la note de l'élève et la moyenne, s'il y a un écart de 5, au carré, ça fera 25. Vous voyez, ça l'accentue. Mais si l'élève il a 10 et que la moyenne est de 10 et de 9,5 par exemple, l'écart entre les deux c'est 0,5. Au carré, ça donnera 0,25. Ce sera plus petit. Donc en fait, cette façon de faire, ça va permettre d'accentuer les grands écarts et de négliger, de réduire les petits écarts. Bien. On multiplie bien évidemment par l'effectif associé et on additionne tout ça. Donc finalement, ça représente finalement des écarts accentués ou diminués grâce au carré. Et le tout divisé par l'effectif total pour avoir une sorte d'écart accentué moyen, accentué ou diminué selon les cas. Et on en reprend la racine carrée pour un petit peu contrarier l'effet. J'ai élevé au carré, je reprends la racine. Je ne retombe pas sur mes pieds, hein, bien sûr, mais c'est pour rester au niveau des unités, de rester dans la même unité. Ben, c'est ça l'écart type. Alors, dans la calculatrice, l'écart type, il est noté, c'est celui-ci, c'est le petit sigma. Alors il est noté sigma x, mais nous on le notera juste sigma. Et dans l'exercice précédent, avec les valeurs de mademoiselle Anne, on obtenait un écart type de 3,8. Bien, là aussi, un faible écart type, un petit écart type, signifiera que les notes de la classe sont assez homogènes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes regroupées autour, dans un petit moussoir de poche, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Un écart type important signifiera que les notes sont très hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y aura des bonnes et des mauvaises notes qui sont assez... l'écart entre les notes va être assez important. Donc, pour vous donner aussi un autre ordre d'idée, si on prend l'exemple d'une classe où la moitié des élèves ont 0 et l'autre moitié des élèves ont 20. La moyenne est de 10. Bien. Si je prends une deuxième classe où tous les élèves ont 10, bon bah forcément la moyenne est aussi de 10. Mais au conseil de classe, ça ne va pas se passer de la même façon. On ne va pas avoir le même discours sur ces deux classes. Pourtant, elles ont la même moyenne. Ce qui veut bien dire que la moyenne, c'est un indicateur, mais qui est très insuffisant. Puis c'est résumer plein de valeurs en une seule. Donc c'est sûr qu'on perd de l'information. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, l'écart interquartile ou l'écart type. Alors, dans la première classe où la moitié des élèves avaient 0 et l'autre moitié avait 20, la moyenne est de 10 donc, et l'écart type, si on le calculait, on obtiendrait un écart type de 10. Dans la seconde classe, puisque toutes les notes correspondent à la moyenne, il n'y a pas d'écart entre les notes et la moyenne, donc l'écart type sera de 0. Donc le fait d'avoir un écart type de 10, qui est assez important par rapport aux notes, je pourrais dire que cette classe, c'est vraiment très, très hétérogène. Bah, la preuve, hein, oui, la moitié de 0 et la moitié de 20. Donc on ne peut pas plus faire hétérogène que ça. Donc ce qui signifie qu'il y a vraiment deux grands groupes dans la classe, au moins deux grands groupes. Et dans la classe où j'ai un écart type très faible, donc 0 c'est vraiment excessivement faible, hein, c'est le plus petit écart type possible, je dirais que ma classe est très homogène. Dans la réalité, une classe homogène, c'est plutôt une classe où l'écart type est de 1 à 1,5 par exemple. Au-delà de 3 ou 4, là on a un écart type très fort, là on pourrait dire que la classe effectivement est très hétérogène.
Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous allez avoir quelques exercices à faire. Donc le premier exercice, voilà, le 23. Ce serait plus logique de le mettre là. Suivi 37. Ce sont des calculs d'écart type et d'écart interquartile. Donc vous faites ça bien évidemment avec la calculatrice. Vous allez rentrer toutes les données dans la calculatrice. Donc il y a deux séries statistiques en fait. La série qui concerne Roberto en rouge et la série qui concerne Manolo. Donc il y a deux séries de calculs à faire. Il y a deux moyennes, deux écarts types, deux premiers quartiles, deux troisièmes quartiles, deux écarts interquartiles à calculer. En gros, c'est deux exercices en un. Bien. Dans l'exercice 37, vous avez un rapport de jury à rédiger. Donc vous avez un modèle. Le modèle du rapport de 2018 est donné ici. Vous avez exactement la même chose à écrire, sauf que vous allez remplacer, vous allez actualiser les données. Donc là, c'est l'examen national de 2019. Et ça, c'est le rapport par rapport aux données de l'examen national de 2018. Donc en 2018, il a été écrit ceci. On vous demande d'écrire la même chose pour 2019. Donc vous allez commencer votre phrase en écrivant « Cette année, 2019, la moyenne de l'épreuve était de… » Justement, il faut calculer la moyenne de l'épreuve. Soit une hausse de… vous allez calculer, alors c'est peut-être une hausse, c'est peut-être une baisse, on ne sait pas. Vous allez, par rapport à la moyenne que vous allez calculer, en 2019, comme vous avez la moyenne de 2018, elle est écrite ici, c'est 9,85. Vous allez pouvoir déterminer si vous allez avoir une hausse ou une baisse, et de combien de pourcents, etc., etc. Voilà, vous devez donc faire ceci dans l'exercice 37. Un petit exercice de TVA, histoire de se rappeler les bons vieux souvenirs de la TVA. Et enfin, le début d'un exercice, l'exercice de la boulangère, où on a fait un relevé statistique des dépenses des clients. On a donné les effectifs et je vous demande donc de calculer les fréquences associées et les fréquences cumulées croissantes. Alors essayez de vous rappeler, vous avez fait ça au collège, les fréquences cumulées croissantes, essayez de vous en rappeler. Donc je ne demande que ça. La suite, on le fera ensemble parce que nous verrons que pour le calcul des quartiles et médianes, dans le cas où on a présenté les données sous la forme des identiques que Anne avait fait, c'est-à-dire sous la forme de classes, comme ceci, d'intervalles, eh bien le calcul de quartile et de médiane ne peut pas se faire à la calculatrice. Dans le cas de classe comme ceci, la calculatrice elle peut vous répondre pour la moyenne, pour l'effectif total et pour l'écart type, mais tout le reste, elle donne une réponse, mais elle est fausse. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est uniquement vrai lorsque les données sont présentées sous forme de classe comme ceci. Et je vous ferai voir la prochaine fois comment on fait. Donc il faudra se munir d'une feuille de papier millimétrée parce qu'il y a un graphique à faire. Il y a deux façons de faire. Avec un graphique et avec les calculs, on fera les deux. Voilà. Et je vous souhaite bon courage.